d'être avec nous pour cet après-midi sur une table ronde, à mon avis, qui devrait être assez intéressante, passionnante, puisque j'ai 3 intervenants qui sont passionnants pour le coup et avec lesquels j'ai pris plaisir à préparer cette conférence, cette table ronde. Très rapidement, pour vous présenter mes 3 intervenants, j'ai la chance d'avoir à ma gauche donc Pierre-Philippe Cormeret. Alors, j'ai mes anti-sèches parce que je ne voudrais pas me tromper, hein. Donc, Chief Digital évangéliste du groupe BPCE, donc comme de marketing et de développement. Donc, tu as travaillé pour des grands groupes comme American Express, BMW, SNCF, Virgin Megastore, IBM Europe et la Caisse d'épargne. Tu es donc depuis 2017 le Chief Digital évangéliste après avoir été directeur de l'innovation. Voilà. Donc pour un peu de promo, si vous voulez le retrouver sur Twitter/PPC. Deuxième intervenant que vous connaissez forcément, puisqu'il, parce qu'en fait tout le monde connaît Stéphane. Stéphane Tauziède, il est là cet après-midi pour 2 casquettes. La première, celle d'être cofondateur de la startup Sidonie. Donc il donnera son avis également sur ce côté-là. Et puis sur ce que fait le Grand Est numérique, puisqu'il est vice-président aussi du Grand Est numérique, et parlera plus spécifiquement aussi un peu de l'approche des hackathons, puisque c'est quand même un des éléments aussi dans cette notion d'open innovation. Donc il donnera aussi son point de vue. Donc merci Stéphane de nous avoir rejoints. Et enfin Jean-Michel Reynaud, qui fait partie du groupe BPCE, pardon, du groupe NJ, je vais y arriver. Bientôt, ça commence bientôt. Ah, il ne faut pas le dire. Donc depuis 25 ans, tu as commencé dans l'environnement avant de passer à l'énergie, tu as travaillé à l'étranger, tu as passé du temps à l'étranger pour le développement de projets d'infrastructure. Et donc depuis 2017, tu es principalement en charge en fait, des relations avec les startups, essayer de les identifier et de les faire venir dans le giron du groupe NJ. Et pour le coup, vous pouvez retrouver également Jean-Michel sur Twitter, sur RenaudJM. Merci à vous 3 déjà pour cet après-midi. Merci encore une fois à vous d'être présents avec nous. L'objectif en fait de cette conférence, on va essayer de traiter de la notion d'open innovation, on va essayer surtout de parler de transformation digitale. Alors, on en parle tous. L'objectif en tout cas d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vulgariser. Vous allez voir, on va se tutoyer, on va essayer de non pas forcément d'être dans un truc très cadré, en tout cas très chiant. Je suis désolé pour l'expression. Mais l'idée, c'est aussi finalement aussi de pouvoir avoir vos réactions en live. Peut-être que vous allez avoir des questions ou des éléments. Et l'idée, c'est finalement d'éviter d'avoir une table ronde qui soit juste centrée sur 4 personnes, mais d'essayer aussi d'avoir finalement un retour aussi avec vous. Parce que finalement, l'open innovation, c'est aussi prendre en compte un peu ce qui se dit à côté. Voilà. Du coup, on va essayer déjà de commencer par ouvrir une thématique et une réflexion déjà sur ce que c'est que la transformation digitale. Ça veut tout et rien dire. Et du coup, voilà, je voudrais, s'il vous plaît, pour vous 3, si je pouvais avoir quelques éléments sur qu'est-ce que pour vous aujourd'hui la transformation digitale en 2018. Jean-Michel, je te laisse débuter. Ça marche. Oui, donc je vais vous recadrer un peu ça, comment ça se passe chez Engie. Bon, tout le monde le sait, je suppose, mais Engie, c'était GDF Suez avant, donc on va dire utilité classique. Et bon, le groupe s'est engagé dans un plan de transformation qui était avec 3 D, donc décarbonation, décentralisation et digital. Donc c'est pour ça, donc là, on y est arrivé par là. Et ça fera le lien, mais je le mentionne déjà tout de suite. Ces 3 choses impliquent forcément de l'innovation. Donc c'est dans la continuité totale. Au niveau alors moi je ne suis pas comme toi chargé de digital ou d'évangélisation, mais je touche beaucoup de digital forcément dans les innovations. Comment ça se passe chez nous? On va dire il y a 3 volets, si je vais essayer de simplifier. Il y a l'aspect pour les employés et les salariés. Donc il y a eu passage dans des outils comme Microsoft Office, on passe tout dans le cloud, pas mal d'outils de collaboration qui n'existaient pas vraiment. Bon, je sais bien que les réseaux sociaux d'entreprise, c'est une grosse tarte à la crème, on pourrait y passer l'après-midi. Donc on est passé sur Yammer il y a quelques années, on a quand même maintenant 75 000 membres actifs, ce qui fait à peu près la moitié du groupe. Alors, les niveaux d'activité varient, mais c'est comme partout. On va avoir, je crois, 90% ou 80% qui ne fait que lire. Et puis après, il y a ceux qui commentent et les contributeurs. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui est inscrit dessus et ça dénote un état d'esprit. Et surtout qu'il y a des groupes, on va dire, de portée générale et des groupes qui sont vraiment très actifs. J'ai la chance d'en animer un qu'on appelle Expert Innovation,
où c'est pas que de l'information que je diffuse, c'est des questions pratico-pratiques qui se résolvent. Petit exemple rapide, quelque temps, quelqu'un me dit, après qu'on a fait un projet dans un hôpital, on a utilisé des nouvelles lunettes 3D, tu peux venir où c'est? Bah non, je ne peux pas te dire où c'est, mais en 24 heures, on a réussi avec les 400 membres à retrouver qui était le projet, le chef de projet, l'hôpital, etc. Donc ça, on l'aurait, sans un réseau social, je ne sais pas comment on l'aurait fait. J'aurais certainement jamais réussi à le faire. Donc il y a tous ces, donc ça c'est la partie côté employé. Il y a la partie, on va dire après bien sûr côté client. Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on a des offres qui sont qu'on peut souscrire en complètement numérique. Mais je crois que la plupart de nos plateformes maintenant ont tout ce qu'il faut derrière en termes de chatbot, voire d'aide avec de l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Et après, le volet suivant, c'est il y a de nouvelles offres qui arrivent grâce aux nouvelles technologies digitales et autres. C'est le troisième volet. Il y a aussi quelque chose qui s'y rattache, c'est la création d'une Digital Factory pour faire des développements rapides. Il y a aussi pas mal, alors nous avons des labs, on ne fait pas de recherche et développement, c'est recherche et technologie. Donc on a des labs sur... alors ça va depuis les nanotech en passant par les imprimantes 3D, les drones. Donc c'est vraiment orienté utilisateur. Et il y a quelques domaines d'expertise aussi où évidemment on s'intéresse au big data, avec tout ce qu'on a traité déjà rien que chez nous, à l'intelligence artificielle et au blockchain pour des raisons évidentes. D'accord. Et après, dans les métiers, il y a, alors le troisième aspect, c'est les métiers qui forcément passent au digital. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais je pense que le meilleur exemple, et vous pouvez le retrouver sur Internet, c'est tout ce qu'on a au niveau des renouvelables et des éoliennes en France. Et même, ça commence en France et c'est maintenant c'est mondial. Toutes nos éoliennes sont connectées à un centre qui faisait d'abord du monitoring et de la maintenance. Maintenant, on va encore plus instrumenter tout ça et on va passer avec de l'intelligence artificielle à aller faire de la maintenance prédictive, etc. Et on a, dans ce cadre-là, alors c'est bien que ça anticipe un peu sur le reste, mais on a ouvert un site que vous pouvez trouver qui doit être NJ, renouvelable, open data, où toutes les données d'un de nos champs... Vous spoilez la suite de la conférence, attention. Alors, le nom, je vous le redonnerai, ceux que ça intéresse. Donc, toutes les données de ce parc sont mises à disposition comme open data pour que les gens puissent faire du développement. D'accord. Donc, vraiment, on est à peu près de partout là-dedans. Donc, en tout cas, voilà, premier élément sur cette réflexion, en tout cas, autour de la transformation digitale. La transformation digitale, ça prend plein de choses. En tout cas, on va travailler autant sur l'interne, finalement, que sur l'externe. L'objectif, c'est d'avoir ces deux éléments. Bien, Philippe, par rapport à justement ces éléments, quelle est toi ta vision, justement, de cette notion de transformation digitale ? Bonjour à tous. Transformation digitale, pour nous, ça veut dire beaucoup en fait. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que d'abord savoir qui nous sommes. Je pense que vous nous connaissez tous probablement en tant que clients. Hein, donc, nous sommes un grand groupe avec de belles marques qui sont les banques populaires, les caisses d'épargne, Natixis, la Banque Palatine. J'en oublie quelques-unes, mais que en vous préparant connaissez. la conférence, tu me disais que le groupe finançait quasiment 20% de l'économie française. Oui, c'est à peu près, un petit peu plus que ça. Donc voilà, donc on est un acteur important sur l'économie française. On est un grand groupe qui a une particularité, c'est un groupe mutualiste. Donc il y a les banques populaires, les caisses d'épargne sont implantées dans les régions. On a 31 millions de clients, on a 9 millions de sociétaires, on a 7800 agences bancaires, point de vente physique. Et on a développé beaucoup de choses en digital, on en parlera tout à l'heure, mais on a nos clients qui veulent les deux mondes, le meilleur des deux mondes en fait, à la fois les meilleures applications en termes digital, mais en même temps d'avoir, parce que c'est ça qu'ils appellent être une vraie banque, avoir sur des moments de vie super importants une personne que je peux aller voir, que je peux contacter et qui est mon conseiller de clientèle attitré. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que on se compare quand on est un établissement qui existe depuis des années. Hein, les caisses d'épargne fêtent cette année leurs 200 ans, donc on n'est pas sorti hier matin d'une idée de quelques génius. Ce qui est important à savoir, c'est que contre quoi on se compare aujourd'hui. C'est là où la transformation digitale est importante dans un groupe comme le nôtre. Finalement, on se compare sur l'expérience que l'on vit tous en tant que consommateurs avec ces nouveaux outils que l'on nous met dans les poches. Et on se dit, tout devrait fonctionner comme ce truc génial que je viens de vivre avec un acteur qui n'est pas forcément un acteur bancaire d'ailleurs.
Vous comparez votre usage de ce que la banque vous propose avec ce que vous vivez sur des réseaux sociaux, sur vos applications préférées, etc. Donc on a ce sujet finalement d'être au même niveau et de faire partie. Alors, on a un indicateur qui s'appelle le Net Promoter Score, c'est-à-dire que c'est une façon de mesurer, c'est une réponse entre 1 et 10. Vous mettez 10 si vous aimeriez en parler et le recommander à votre meilleur ami ou à quelqu'un de vos proches. Donc on veut avoir le même niveau de standard que les pure players du digital. Donc c'est une belle ambition et ça nous permet d'avancer. Ce que l'on fait aussi, c'est de se dire, quand je vous disais, on a 31 millions de clients, il faut qu'on embarque tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés en digital que d'autres. Nous, on a tous ces clients-là. Donc on doit aussi avoir une inclusion et de faire en sorte qu'on arrive à embarquer tous nos clients en fonction de leurs usages en termes de digital. Donc on n'oublie personne. C'est pareil pour nos collaborateurs. On se doit de tous les former au digital et qu'ils soient aussi à l'aise avec ces outils. Donc là aussi, il y a une partie d'inclusion forte. Et puis, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre des pure players, de ceux qui finalement maîtrisent bien le digital? Finalement, pourquoi ils marchent bien en fait? Parce que c'est super simple. C'est parce qu'en fait, ils ont une capacité à utiliser la technologie pour rendre l'expérience utilisateur de façon simple. Donc ça, c'est notre axe en termes de stratégie de développement en matière de transformation digitale, c'est de faire simple. Et puis on s'est dit, il faut être cohérent, il faut qu'on fasse simple pour nos clients, il faut qu'on fasse simple pour nos collaborateurs, il faut qu'on fasse simple dans notre organisation. Je vous parlais d'un groupe doublement mutualiste, ça fait beaucoup d'entreprises, hein. Chaque entreprise est une entreprise de plein exercice. Il faut qu'on fasse simple dans notre architecture informatique et puis aussi il faut qu'on fasse simple avec nos partenaires et puis c'est ça qui peut-être ouvre sur l'open innovation et sur l'innovation. Alors tu le disais tout à l'heure, hein, Jean-Michel, l'innovation c'est pas que du digital. Nous on a décidé plutôt de focaliser sur les aspects digitaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'innove pas en dehors du digital, mais on se focalise plutôt là-dessus. Et puis on en parlera après, une volonté, c'est de se dire que si on veut aujourd'hui réussir et atteindre les objectifs dont je vous parlais, il faut qu'on puisse travailler avec les meilleurs. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en posture de faire en sorte que les meilleurs aient envie de bosser avec nous. Voilà, ça c'est un des enjeux forts qu'on a en termes d'innovation. D'accord. Intéressant. Donc en fait, je repensais à la conférence de Laurent Alexandre hier, justement, qui était assez critique, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, qui était quand même assez incisif sur finalement un peu l'approche autant de la fuite des cerveaux, puisqu'on a quand même un peu évoqué directement. Comment est-ce que vous, justement, pour un groupe BPCE, vous arrivez justement à avoir les meilleurs et à garder justement toutes ces personnes qui finalement sont pas forcément des digital natives, mais en tout cas qui sont peut-être des champions de l'innovation ou qui sont en tout cas des personnes qui sont très, comment dire, et voilà, qui sont en tout cas très high level dans justement cette notion de digital, d'usage et qui finalement vont permettre de s'assurer finalement que l'ensemble de vos clients puissent avoir les meilleurs outils possibles. En fait, la question que tu poses, c'est toute la question sur comment on arrive à faire venir à soi les talents et comment on arrive à les garder à peu près. C'est ça. Tout à fait. Le sujet, c'est un travail permanent. C'est-à-dire que rien n'est acquis. Et les talents, je ne sais pas, il y en a plein. Hein, il y en a sûrement dans cette salle. Alors, on ne voit pas grand-chose, on ne vous voit pas parce qu'on est vraiment sous les feux de la lumière. Mais en fait, pouvoir bosser avec des talents ou les avoir, ça se mérite un peu. C'est-à-dire que c'est finalement plus de devoir que de droit. Et donc ça veut dire qu'il faut leur amener de la matière où un talent cherche à être dans l'excellence. Un talent cherche à avoir des challenges. Un talent cherche il ne se contente pas de ce qu'il a. Donc il a besoin d'avoir une émulation. Un truc merveilleux, c'est que les talents amènent les talents. Donc si vous êtes très exigeant sur les talents que vous avez et qu'ils ont des challenges, mécaniquement, c'est un peu comme un aimant, ça va amener d'autres talents. Ils ont envie d'être tous ensemble. Donc en fait ça amène aussi une posture très humble en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie de venir bosser avec nous, qu'ils restent aussi, et c'est un sujet. On parlait tout à l'heure du Net Promoter Score, hein, c'est un truc très challenging parce que le monde du digital bouge tous les jours ça évolue, c'est-à-dire que c'est pas un monde qui s'arrête, c'est un monde qui est en perpétuel mouvement. Parce qu'il y a des nouvelles technos qui arrivent, parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont plus créatifs, qui ont peut-être un peu moins d'histoire, donc démarrent avec
sur des bases qui sont plus rapides, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout l'historique, hein, ce qu'on appelle un legacy, comme on peut en avoir dans les grosses entreprises. Je pense que tu as la même chose. Tu n'as peut-être pas ça toi encore, mais ça ne va pas tarder. ça viendra, je te rassure. Donc tout ce sujet, c'est de dire comment on fait en sorte de faire en sorte que ces talents s'épanouissent. Et donc ça veut dire qu'il faut se réorganiser, se mettre dans un autre mindset en disant comment on les challenge. Parler des talents, on a des talents, des collaborateurs internes. Je prends juste un exemple, on en a plein, mais admettons les data scientists. Denrées rares, payées très cher, où il y a beaucoup de chasseurs qui les contactent chaque jour pour qu'ils s'en aillent. Si vous ne leur donnez pas des challenges et si vous ne leur permettez pas de pousser les limites, s'ils n'ont plus l'impression d'apprendre et d'être dans un endroit où ils vont aller plus loin, ils vont s'en aller. D'accord. Voilà, donc ça, et puis un collaborateur qui s'en va, c'est cher. Sur les startups, il faut leur donner envie de bosser avec nous. Donc pour qu'ils aient envie de travailler avec nous, on a un peu revisité nos méthodes en fait. On a retravaillé en disant vous savez, on parle souvent toi ça te parle, créateur de startup, c'est des pain points. Vous savez, ces points un peu difficiles qu'on peut rencontrer soit dans une expérience utilisateur, soit dans des relations. Les startups, qu'est-ce qu'elles disent? Mais peut-être que tu pourras m'affirmer ou me confirmer. Nous, on a entendu beaucoup de choses sur les startups. Elles disaient quand on bosse avec un grand groupe, c'est sympa, mais il n'y a personne qui sait nous dire oui ou non rapidement, parce que les décisions sont finalement un peu diluées, parce que forcément, il y a toujours un impact sur plein de directions. Donc, on tend à dire oui ou non très vite. Pas que le projet ne fonctionne pas ou ce qu'elle propose ne fonctionne pas, mais c'est que ce n'est pas dans nos champs de priorité. Ça veut dire que ça nous amène aussi à donner des clés de lecture sur quels sont nos champs de priorité sur des logiques courtes. Deuxième sujet, elle dit il y a beaucoup de contrats à relire quand on veut bosser avec un grand groupe, machin, on ne sait pas trop. Et vous savez, nous, on n'a pas les sous pour payer un avocat pour vérifier tout ce contrat. Donc on a bossé avec la direction des achats. C'est très important les achats aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment partie dans l'innovation, je pense. Ils ont un rôle très 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 fort et puisque c'est du sourcing, hein, c'est une façon donc sur des contrats très simplifiés, qui sont compréhensibles, qui sont lisibles, où les histoires de propriété intellectuelle sont clairement compréhensibles. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de sujet. Et puis on tend aussi à les payer rapidement. Voilà. Donc c'est un truc important parce que quand on est une start-up, ça a l'air de rien, mais on a des salaires à payer. Et voilà. Donc nous, on tend à aller vers un paiement à 20 jours. En règle générale, on est plutôt à 28 jours dans le groupe en général. Et sur les start-up, on essaye de faire le maximum d'efforts pour tendre vers les 20 jours parce qu'on sait que pour elles, c'est très important. Et si c'est très important, ça veut dire qu'elles vont nous préférer. Le fait de dire oui ou non fait que le téléphone sonne plus. Parce qu'on ne leur fait pas perdre de temps. On essaie d'éviter les 15 réunions qui ne servent à rien où à chaque PowerPoint, il faudra rajouter du PowerPoint. Il faut mieux dire je ne peux pas, ce n'est pas notre sujet. Ils apprécieront beaucoup plus. Donc il y a une notion de rapidité en tout cas dans toute cette partie-là. Voilà. Et puis on a fait aussi un truc, parce que on s'est dit ça c'est sympa, c'est le avant, mais quand on est dans le pendant, comment on évite qu'il y ait deux mondes différents. C'est-à-dire que la start-up qui travaille sur des méthodologies, des outils, de l'agilité, des sprints et autres sujets, et puis les grands groupes, donc on a entendu ça, qui peuvent travailler avec des délais qui sont très différents. Donc on a formé des équipes, on a une entité qui s'appelle La Fabrique, où il y a des facilitateurs qui apprennent aux équipes à travailler en agilité, sur un même plan de travail, où on mélange un ingénieur, un marketeur, un UX designer, et qui vont travailler avec les mêmes outils que la start-up, de façon à ce que quand on travaille avec une start-up, on soit synchronisé, on travaille sur des logiques de sprint avec des livrables. Et puis nous, on aime bien, donc on rajoute les utilisateurs dedans. C'est-à-dire que ce soit des clients ou des collaborateurs, mais qu'on soit tout de suite sur l'usage, parce que le digital, en fait, il n'y a qu'un seul critère qui donne la réponse, c'est utiliser ou pas utiliser. On peut avoir 1500 bonnes idées, mais en vrai, et la data nous aide beaucoup, c'est utiliser ou pas utiliser. Donc on met les clients très très vite et les utilisateurs dedans. On parlera justement d'open data et d'open innovation un petit peu après. Je vais laisser la parole aussi, pour le coup, à Stéphane, qui donc lui représente un peu l'extrême finalement par rapport au grand groupe. En taille en CA, oui. Oui, en taille en CA, en effet.
Stéphane, justement, toi, ton avis déjà sur quelle serait ta définition de déjà cette notion de transformation digitale? Alors la transformation digitale, on est d'accord, ça veut dire qu'on part de quelque chose qui existe et qu'on modifie plus qu'on innove pour moi. Là, j'ai un seul mot, c'est survie. Celui qui ne se préoccupe pas en ce moment même de la transformation digitale, je ne lui prédis pas un grand avenir, quelle que soit sa taille. Heureusement, les gros groupes ont rapidement prévu ça et ont rapidement, pour la plupart en tout cas, calculé qu'il fallait entamer ces travaux-là très vite. Et le sujet qui est concomitant, c'est celui que tu disais par rapport à l'intégration ou à la façon de bosser des startups. Juste pour rappel, une startup ne cherche pas à avoir une super idée, à faire un super produit. Elle cherche à répondre de la manière la plus simple et la plus efficiente possible à un problème. Et la façon dont tu as abordé, je ne peux que confirmer, puisque quelle est la richesse de pouvoir mélanger, mixer, j'ai envie de dire, des gabarits et des façons de bosser différentes, c'est peut-être surtout d'aller régler des problèmes dans les deux sens. Je m'explique très rapidement. La start-up, elle a envie, elle veut changer le monde, c'est ce qu'on voyait hier, elle veut améliorer le quotidien, elle veut simplifier la vie des gens ou des utilisateurs si c'est du B2B, mais elle n'a pas toujours les vrais problèmes en main. J'en suis l'exemple pur. Moi, je développe un produit qui m'a été soumis par un entrepreneur d'un domaine particulier qui est celui de la silver economy, qui a dit on a des problèmes là-dessus, on a des problèmes de planning, d'heures perdues, de machin, faut trouver une solution avec le digital. Et c'est comme ça qu'on peut créer quelque chose qui va faire sens et qui va être utile derrière. Et après, les groupes, et évidemment les grands groupes, peuvent, à l'inverse, solutionner les problèmes des startups. Ça peut être en termes de moyens financiers, mais à la limite, c'est qu'une petite partie. Mais de ressources, d'accès au savoir, d'accès à l'information, d'accès à des utilisateurs, d'accès à des cas concrets, de bêta-tests, de mise en prod, etc., etc., etc. La seule chose qu'il faut faire gaffe là-dedans, parce que ce n'est pas un tableau parfait que je peins, c'est qu'on sort d'une période où on a fait beaucoup de discussions entre « Ah, c'est génial, je suis un grand groupe, regardez, j'incube plein de startups » et ça se transforme en ce qu'on peut surnommer le startup washing, où en fait on se sert presque de faire valoir. C'est pas méchant quand je dis ça, mais parce que l'intention de base est bonne, mais presque de faire valoir d'une startup dans sa stratégie de com, dans sa stratégie d'open innovation, parce que c'est in. Voilà. Donc attention juste à ce chemin-là. C'est effectivement, je trouve un point très intéressant, très important, parce que on le voit assez souvent. Je suis un homme de communication, parce que c'est en tout cas un élément. Quand on va décrypter, effectivement, je rejoins en tout cas pour en avoir discuté avec d'autres start-upers, effectivement, en tout cas, un vrai point. L'idée, c'est quand même malgré tout, et on en avait parlé aussi avec Jean-Michel en préparant, et également aussi avec Pierre-Philippe, c'est justement comment les startups justement sont bien intégrées et l'usage. Comment on va utiliser et arriver à aller à trouver ce chemin parallèle entre le grand groupe et la start-up pour finalement avoir un vrai produit qui soit autant efficace pour la start-up que pour également le grand groupe. Sodexo, je pense à eux pour avoir vu il y a quelques temps, Sodexo faisait beaucoup de rachats de start-up parce que justement ils étaient sur des marchés niches et des éléments qui étaient très précis, qui allaient dans leur core business et qui allaient les aider justement à s'assurer finalement de ne pas se faire, désolez-moi du terme, mais se faire ubériser comme ce qu'ont pu faire se retrouver en tout cas les taxis il y a quelques années. Cette notion en tout cas d'ubérisation, donc du coup je n'anticipe pas ou je n'arrive pas à anticiper ce changement peut être effectivement aujourd'hui très problématique. Mais c'est clair, Loïc Lemer qui était sur scène hier faisait un comparatif avec la Silicon Valley. Il disait qu'en France, il n'y a pas assez de grosses boîtes qui même rachètent des startups en gros pour les faire grandir ou pour les propulser ou pour les scaler. Moi, je crois qu'en France, on a quand même maintenant, les groupes du CAC 40, les entreprises du CAC 40, elles ont pour la plupart un beau programme d'incubation de start-up ou des labos. Enfin, je laisserai les spécialistes parler sur le format qui est plutôt intéressant. Par contre, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'ici, dans nos territoires en région, bon, à Metz, il n'y a pas beaucoup de sièges d'entreprises du CAC 40.
Par contre, il y a des super grosses PME, PMI qui peuvent aussi suivre le schéma qu'initient les grands groupes à bosser avec des startups. Et ça permettrait déjà peut-être de franchir une step vers après une sélection plus nationale pour accompagner que ce soit Engie ou que ce soit BPCE. Il y avait un chiffre que j'ai vu passer il y a très peu de temps, c'est pour ça que je suis sur mon téléphone en train de chercher. C'était le montant des levées de fonds des startups sur ces 6 premiers mois. De mémoire, je crois qu'on avait, alors que disait un des sites, du 8 au 14 septembre, par exemple, les startups françaises ont levé, selon, alors je vais donner ma source, Madines, 145 millions d'euros du 8 au 14 septembre. Ce qui montre du coup qu'on est quand même aujourd'hui aussi sur une volonté d'investissement, alors que ça soit, et là globalement je grossis un peu le trait, et je vais un peu plus loin que sur le sujet en lui-même, mais qui est sur la notion en tout cas d'investissement pur et dur, et qui forcément l'investissement aujourd'hui, qui a l'argent, ce soit les grands groupes, soit des investisseurs ou des startups, enfin, pardon, d'investisseurs ou des business angels, par exemple, qui vont avoir les reins assez solides, ou en tout cas, les grands groupes ont peut-être aussi un rôle très important à jouer pour justement aider à développer ce tissu local, le tissu de ces startups. Aujourd'hui, en tout cas, un élément qu'on retrouve de plus en plus, il y a une vraie énergie dans cette partie-là. Et justement, pour passer sur le deuxième sujet, plutôt sur la notion d'open innovation, pour passer directement aussi sur le deuxième point, open innovation, open data, parce que l'open data c'est aussi un élément très, très central dans cette notion d'open innovation. Vous, comment est-ce que vous définiriez justement, par exemple, toi Jean-Michel, comment tu définirais cette notion justement d'open innovation? Qu'est-ce que chez Engie vous allez mettre en place? Alors, je vous montrerai aussi, on a quelques exemples. J'ai un exemple justement de ce que fait Engie avec une start-up, donc un cas un peu concret. On aura aussi un exemple avec Pierre-Philippe sur le groupe. Et on va vous emmener justement à aller découvrir aussi ce que propose le groupe BPCE sur le stand de Gênes, situé juste à l'étage en dessous. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que Jean-Michel, tu pourrais définir un peu, commencer à définir ce que toi tu appelles l'open innovation et la notion d'open data, qui est aussi un élément très important pour le coup chez Engie? Je vais avant rebondir, ça fera aussi le lien sur ce que tu disais sur les compétences et la fuite des cerveaux. Il faut déjà s'ouvrir, là on va retrouver sur l'open innovation, c'est travailler avec les universités, avec des centres de recherche, etc. On a des centres de recherche chez nous, où ils ont des accords multiples et variés avec des écoles. C'est héberger des thésards ou des stagiaires longue durée, que ce soit d'université. Il y a aussi au niveau européen, on va dans les EIT qui forment plein de gens et qui financent des parcours de thésards. C'est intégrer tous ces gens-là pour les garder après dans nos labs. Alors on est peut-être plus varié, puisque moi ça peut aller depuis du gaz, de l'IoT, du numérique. Bon, on a une palette, donc on héberge beaucoup de monde comme ça. Et le lien avec l'open innovation, c'est pourquoi je sais plus, je vais paraphraser, mais je ne sais plus qui. Pourquoi on fait de l'open innovation? Parce que 95 ou plus de % des gens les plus intelligents ne travaillent pas chez nous. On ne pourra jamais tout faire tout seul. Et je ne sais plus qui avait dit ça, c'est très bien, on a toujours nos labos, etc., avec toutes les étapes qu'il pouvait y avoir, arriver à la commercialisation, mais ça ne suffit plus. Donc l'open innovation, c'est un moyen de prendre des shortcuts, de délinéariser tous ces processus, en allant chercher des solutions qui sont presque prêtes, en les intégrant, en continuant à les co-développer avec. Alors, ça dépend aussi, on en a parlé plusieurs fois, du type de produit. Si on est dans des applications numériques, c'est très vrai. Moi, je traite encore parfois de gros objets d'infrastructure énergétique. Là, on va quand même rester sur un temps long, où il va y avoir des pilotes, des phases pré-commerciales, et même des entreprises comme nous, on ne le fait pas seul, on a besoin de programmes d'aide européennes, etc., pour y arriver. Donc il y a vraiment, il n'y a pas une solution unique pour toutes les sortes de projets. Tout ce qu'on disait pour le moment s'applique vraiment pas sur les très gros objets, parce qu'on on peut pas s'en sortir très rapidement. Je pense que les montants d'investissement non plus ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est on va dire des prototypes pour de l'éolien offshore avec 3 turbines, on va s'en sortir pour 100 millions et voilà, on va pas, c'est un test, c'est pas encore quelque chose qui est commercial. Donc on n'en est pas aux 50 ou 200 000 euros qu'on va mettre pour développer une application, et c'est pas la même durée non plus.
Il n'y a pas de prototype rapide sur des grosses infrastructures. Pour dire qu'est-ce qu'on a chez Engie, alors en fait Engie on est très similaire à toutes les utilités. Si j'étais à un événement au début d'année à l'EcoSummit à Berlin, on devait à peu près tous être là, tous les Européens, et on s'aperçoit qu'on a à peu près tous les mêmes dispositifs avec des petites variantes. Alors on a tous des dispositifs dont tu parlais, d'innovation interne, processus d'idéation, après avec des bootcamps, des incubations, ça peut donner des excubations, enfin, toute la panoplie. Ça, j'en parlerai pas trop. On a bien sûr un fonds corporate qui est un fonds stratégique qui est pas un gros fonds, qui fait pas beaucoup d'opérations, mais quand on est là, c'est pour rester sur le long terme, c'est très précis. Et alors en open innovation, on fonctionne dans les deux sens. On a une plateforme d'open innovation comme à peu près tout le monde, sauf je crois qu'on est quand même un des premiers à l'avoir, qui fonctionne dans les deux sens. Quand une entité chez nous a un besoin précis, elle cherche, elle veut se lancer, elle a un besoin sur un projet, elle a des réflexions sur une nouvelle brique technologique. Ou pour ceux qui étaient ce matin au cours dans le jury, il y avait quelqu'un qui nous présentait des solutions pour analyser les projets en amont, voir l'acceptabilité. Une de nos entités vient de lancer un appel à projet là-dessus, parce qu'ils ont beaucoup de projets comme ça. Informatiser, digitaliser tout ça, arriver à trouver de nouvelles solutions, ça peut vraiment les aider. Donc ce sont des choses qui partent de l'intérieur et on pousse ces appels à projets. Alors je crois qu'on en est à, je vais des chiffres mais qui me paraissent un peu vieux, je pense qu'on en est à 90 au niveau mondial et ça va de, si vous allez sur le site, en ce moment il y a celui que je viens de mentionner sur les aspects sociaux des projets, il y en avait sur de la chaleur fatale en Angleterre, il y en a à peu près dans tous les pays, mais bon, grosse dose européenne. Et après, ce qu'on vérifie, c'est ils font leur première sélection, ils gardent quelques finalistes, et c'est au cas par cas. Ce qui va se passer avec le finaliste est défini par le sponsor, cet appel à projet. D'accord. Ça, c'est un sens. Et l'autre sens qui est, vous êtes une start-up, vous pensez que vous avez une solution qui est intéressante chez Engie, par où je rentre? Donc ça, c'est pas simple. Alors vous pouvez rentrer par l'échelon local parce que vous trouvez le correspondant local et vous pouvez faire des choses, mais c'est pas forcé que l'activité locale corresponde. Et puis des fois, après, c'est difficile de remonter. Autrement, vous venez sur la plateforme et là, c'est vraiment mon travail. Et justement, on a l'exemple de la plateforme, s'il vous plaît, la régie, qui était le site. Qui permettra en tout cas de montrer un peu à quoi ça ressemblait, au moins quelque chose d'assez concret. Voilà. Vous avez une plateforme. Alors, je suis désolé, j'ai fait ça vite dans le train avec la version anglaise. Non, mais non. Vous avez d'un côté, en plus ça se croise, les appels. Ah, je l'ai en bas, pardon. Vous avez les appels à projet. Donc le petit chapeau, là, c'est l'appel à projet pour les concertations. Et donc je crois qu'il y a jusqu'au 14 décembre pour déposer des idées. Vous avez pas mal d'informations sur tout ce qu'on fait. Et vous avez l'autre solution que je gère directement, qui est je suggère une innovation. Enfin, en résumant, je pourrais dire ce que disait mon ancien patron, c'est je passe mon temps à faire des nœuds. Mon boulot, c'est de faire des nœuds. J'ai des tas de ficelles qui pendent, qui sont des startups. J'ai d'autres ficelles qui traînent par terre, qui sont des entités du groupe. Et j'essaye de mettre tout le monde ensemble pour les faire travailler ensemble. Alors, la façon dont ils vont travailler dépend vraiment des entités. Ça peut... beaucoup de choses sont basées parce qu'il y a un besoin sur un projet. Alors, ça commence souvent sur un projet. Je pense que le film qu'on verra tout à l'heure est un bon exemple de collaboration qui a commencé sur un projet et qui a évolué. Ça peut commencer sur un projet, ça peut s'étendre, ça peut être des gens, il y a certaines entités chez nous qui font beaucoup de POC, qui testent beaucoup de choses et qui en gardent. Après, il peut y avoir du co-développement. Ça, c'est pas moi qui fixe les règles de coopération. C'est je mets les gens ensemble, je suis que ça se passe bien. Parce que tu disais, les partenariats, c'est pas simple. J'ai fait avant d'innovation beaucoup de partenariats. C'est basé sur la confiance, quel que soit le niveau de partenariat. Alors, c'est déjà pas simple dans des grands groupes de faire des partenariats. C'est encore moins simple de le faire entre des grands groupes et des startups qui vont souvent être très méfiantes, ne serait-ce que pour des droits de propriété intellectuelle, etc. Il y a certainement eu des cas où ça s'est mal passé. Donc, c'est pas évident tout ça. Ouais, enfin, là tu as un appel à projet, par exemple, pour les startups. Typiquement, la startup, elle va jouer le jeu. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà rempli un dossier d'appel à projet, vous vous mettez quand même pas mal à poil sur votre idée. Donc je pense que globalement, on perd cette notion de méfiance
Sincèrement, je crois qu'on a passé un cap et qu'on se dit, ok, de toute façon, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut tenter notre chance. Est-ce que c'est faut y aller parce que ça me fait plaisir ou c'est faut y aller parce qu'on n'a pas le choix? Non, mais le rôle du porteur de projet d'une startup, c'est comme ce que disait Bertrand Piccard ce matin, tu es obligé d'explorer toutes les opportunités. Et il faut surtout pas en choisir une et faire que celle-là, il faut toutes les explorer. Donc si c'est NJ qui me fait décoller demain, c'est parfait, mais il faut que je tente cette piste-là comme il faut que je tente celle d'à côté. Continuer sur, on donne pas mal de choses. J'ai souvent ce débat avec des startups qui disent je ne vais pas te donner trop de choses. Je ne veux pas d'informations confidentielles. C'est hors de question. J'ai besoin du minimum technique, commercial et sur société pour que les gens comprennent. Si après on rentre dans une collaboration, bien sûr on va signer un NDA et comment, mais surtout vous ne mettez pas de choses confidentielles sur les plateformes. Je ne veux pas. Donc il ne faut pas vous me mettez pour que je puisse comprendre. Et une fois qu'on décide de travailler, ouais, mais c'est vrai pour le technique, mais pas pour les innovations d'usage. C'est un peu plus compliqué à faire, mais je suis d'accord. Ok, merci. Merci. Merci Stéphane pour ton point de vue. Pierre-Philippe, ton avis en tout cas sur justement cette partie aussi d'open innovation au sein du groupe. L'open innovation, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est de se dire qu'on n'innove plus tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on ne peut pas être bon partout. Ça, je rejoins un peu tes sujets des 95% de personnes qui ont peut-être plus de valeur et plus de choses à l'extérieur, mécaniquement. Donc on n'innove plus tout seul. Donc ça signifie qu'il faut avoir une posture hyper humble. Et puis, donc ça veut dire qu'on est dans une logique de partenariat. Et faire simple, vous savez, faire simple, finalement, c'est un peu compliqué de faire simple. Ça demande un peu de boulot pour arriver à faire simple. Donc l'open innovation, c'est très important. Nous, dans la logique, alors c'est de l'open innovation avec des grands groupes, avec d'autres grands groupes, avec d'autres grandes entreprises, mais aussi avec des startups ou des jeunes pousses ou des PME. On a plusieurs niveaux. Alors, il y a deux catégories. Il y a ce qui serait dans le registre des fintech, qui là sont des entreprises à forte croissance, s'étant mis sur le secteur banque assurance et développant plutôt des fonctionnalités verticales et plutôt sur ces nouveaux outils. Voilà. Donc on a 4 façons de bosser avec eux. Puis il y a ce qui est hors fintech. Et donc le but, c'est finalement pour un grand groupe, les deux enjeux de travailler en ouverture, c'est comment on peut aller plus vite et surtout comment on peut avoir des choses qui tiennent la charge, un volume. Je vous disais, on a 31 millions de clients. On n'est pas là pour faire un POC entre 10 personnes et ça marche. Donc on est plutôt sur un sujet de comment on fait ce qu'on appelle plutôt un MVP, Minimum Viable Product, qui est dans la main des utilisateurs. Et si ça fonctionne, comment on le scale très vite. C'est ça qui intéresse les startups d'ailleurs, parce que bon, le truc d'époque, des hackathons, des machins, c'est fini, quoi. Enfin, globalement, le truc, on est rémunéré par une pizza, ça marche plus. Enfin, je sais pas, le week-end pizza, c'est plus tellement le sujet. Donc, ce qui est intéressant, c'est est-ce que le grand groupe vers lequel la startup se rapproche, est-ce qu'il va m'aider s'il y a un usage à faire du scale. C'est ça le sujet startup, c'est faire du scale. Sinon, on est salarié d'une petite entreprise et tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, c'est plutôt aller plus haut. Donc, on a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on s'est dit aussi les startups en me disant c'est quoi leurs besoins en fait. Globalement, il y a 3 besoins. Il y a ce que l'on peut amener nous en tant que banquier en termes d'accompagnement, d'expertise sur notre cœur d'activité. Donc, on a mis en place des dispositifs. Ça s'appelle Néo Business chez les caisses d'épargne, Next Innov chez les banques populaires. On a formé des collaborateurs qui comprennent ce qu'est une start-up, qui savent comprendre ce qu'il y a comme modèle économique. Compliqué une start-up, ils n'ont pas 5 ans de liasse fiscale, ils arrivent. Donc comment on leur prête de l'argent. Donc il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc il y a des collaborateurs qui sont formés sur ça. Et puis comme c'est up, on a des dispositifs pour aussi les accompagner dans le up. Le up, c'est souvent une start-up, c'est je vais aller à l'international. Comment je m'installe dans un pays? En vrai, j'ai jamais fait ça. Moi, je suis venu de Metz, j'ai un truc qui cartonne et tu veux aller aux États-Unis. Donc, on a des dispositifs d'accompagnement aussi. Donc ça, et on a à peu près toute la palette. Et puis, il y a des endroits, il y a certains qui disent j'ai besoin de lever des fonds. Donc là, on a des entreprises dans le groupe. Je pense notamment à ces Ventures, des choses qu'on fait avec le fonds Truffle, qui est plutôt sur des innovations early stage, où on finance aussi pour aller. Voilà, donc si on revient un peu sur peut-être pour l'univers des fintech, on s'est dit aussi que c'était important de classifier et d'avoir une approche qui est assez lisible sur le marché.
Donc sur les fintech, il y a plusieurs solutions. Il y a celles qui deviennent filiales du groupe. On a des exemples avec des Pplug et autres qui sont devenus des entreprises, des Popas, qui sont devenus des entreprises du groupe. Donc ce sont des filiales, voilà, qui se développent au sein du groupe avec des clients à l'extérieur, puis des clients dans le groupe. On a un deuxième niveau de relation avec les startups, c'est ce qu'on pourrait appeler des startups enablers, c'est-à-dire que ce sont des startups qui ont une technologie, une avancée qui nous permet d'accélérer et de façon très scalée. Je peux vous donner peut-être deux exemples. Une, vous ne l'avez pas encore dans vos applications mobiles, ça va arriver bientôt, je pense en 2019. Donc ça s'appelle Minigat, c'est une grosse start-up qui se trouve dans le nord de l'Europe, qui permet d'avoir ce qu'on appelle un outil de PFM, Personal Finance Management, très évolué, très simple. Donc ça devrait vous donner beaucoup de valeur en tant qu'utilisateur. Puis on en a une autre, par exemple, qui s'appelle Colibra. Vous avez entendu parler un peu de la GDPR, vous savez, ce truc sur la donnée. Bon, voilà, cette startup nous aide à cartographier, à maîtriser où se trouvent les différentes données, comment on les gère, qui les administre, qui a les droits, etc. Donc ça nous aide aussi à aller très vite. On n'allait pas le inventer de zéro, c'est pas notre métier, donc on a su s'embarquer. Ça, c'est le deuxième niveau de relation avec les fintech. Le troisième niveau que l'on peut avoir, c'est on en finance certaines. Et donc, on va prendre part au capital. Donc là, c'est dans des logiques plutôt de VC. Hein. On parlait de Seventure et de Truffle. Et puis le dernier niveau, c'est on est un partenaire de développement. Donc là, c'est les aspects aussi d'innovation, où on peut travailler ensemble. Et pour être dans une logique, on va travailler sur peut-être une innovation, un sujet en plus. On va le tester, puis si ça marche, on va le passer en mode industriel. Et là-dessus, on a plein de super exemples. On a structuré notre innovation ou nos labs dans une logique où on le met au service de chacune des caisses d'épargne et chacune des banques populaires. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la particularité que nous avons d'être présents en région est une force, c'est que ça permet à chaque entreprise du groupe d'innover. L'innovation, elle n'est pas dans un building à Paris où il n'y aurait que des mecs qui pourraient innover, puis les autres, non. On peut innover partout. Et donc, ça veut dire qu'une région a la capacité de créer quelque chose de nouveau pour son propre bénéfice, de le tester avec des vrais clients. C'est pour ça qu'on n'est pas sur un POC, on est sur un MVP, donc on est en vraie vie. Et puis, si ça marche, on est dans une logique de groupe, on va le porter à l'échelle. Ce qu'on a fait là récemment avec une start-up qui s'appelle EasyCap, et donc ça a été testé par une banque populaire en Aquitaine, voilà, qui a développé quelque chose qui est un outil qui permet à des commerçants de fidéliser leurs clients. Ça fonctionne très bien, on l'a porté à l'échelle, c'est maintenant disponible chez les caisses d'épargne et chez les banques populaires, chacun l'a packagé pour ses différents clients, mais amène un service à valeur ajoutée. Donc pour la start-up, c'est tout d'un coup, hop, on passe à une échelle nationale, plus conséquente. Et c'est un produit qui est industrialisé. C'est ça qu'elles attendent. Donc on va dans ces logiques-là. Mais c'est exactement ça. Et une façon pour moi très simpliste d'illustrer ça, c'est que il y a quelques années encore, un gros groupe ou une belle entreprise avait un problème. On pouvait trouver une solution digitale, on faisait développer ce service pour soi-même, et c'était mon outil interne, à moi, personnellement, pour mes services. Vous avez vu tous les subjectifs que j'ai mis, hein, c'est vachement important. Tandis que maintenant, l'approche, c'est peut-être se dire « Ah, je suis un gros groupe, j'ai ce problème-là, sur les RH, sur je ne sais pas quoi. » Le pognon que je mettais dans le recrutement d'une équipe, dans le développement interne, qui mettait un temps X, et donc une somme souvent intéressante, je n'ai pas dit conséquente, j'ai dit intéressante, on la déporte, on peut faire de l'intrapreneuriat, on peut sourcer ça chez une start-up qui a commencé déjà à réfléchir sur le sujet, ou on peut co-créer une start-up avec des porteurs de projets qui seraient intéressants et intéressés. Et le fondamental, c'est que ce service rendu, cette solution trouvée, ne soit plus juste pour moi, mais je la commercialise aussi auprès de mes concurrents ou de mes confrères d'autres pays. Mais je ne le garde plus juste dans mon petit giron. J'en fais un vrai business et ça fait naître une vraie belle grande start-up et sans doute le CAC 40 de demain. Oui, je partage ton point, c'est-à-dire que je pense qu'on est, là c'est très personnel, mais je pense que ma définition du digital, c'est donner d'abord pour recevoir peut-être.
En fait, on est dans un principe qui est inversé. C'est-à-dire que c'est aller chercher ou peut-être trouver ce qu'on ne cherchait pas. Et on le voit, ce qu'on est aussi en train de développer, c'est de donner des outils digitaux à destination des entreprises ou des startups. Dedans, il y a l'open innovation, enfin, il y a l'open data, pardon. On est donc, toi, ça fait longtemps que tu es dans l'open data, mais nous, on est assez fiers. On est le premier groupe bancaire en France à être rentré dans l'open data. Alors je vous rassure, on ne mettra jamais les données des clients, hein, c'est privacy by design, hein, chez nous, donc les données clients, ce sont vos données, ce ne sont pas les nôtres, donc on s'occupe de leur sécurité et on ne les donnera à personne. Par contre, on a des jeux de données en tant qu'entreprise et les multiples entreprises du groupe, donc on peut mettre à disposition pour un bien commun. C'est le principe de l'open data, ça a 10 ans maintenant. Bon, nous, on est rentré dans le BAL il y a un an et demi, c'est ça, en mars 2017. Ça sera simple. On espère que nos collègues banquiers rentreront aussi dans la danse, parce que c'est jamais bon d'être seul dans une catégorie. Mais on est plutôt très contents et c'est une belle démarche. Et puis il y a aussi les API. Vous savez, il y a une réglementation qui s'appelle la DSP2, la Directive des services de paiement, qui demande aux banques d'ouvrir des outils pour permettre à d'autres acteurs de créer de la valeur. Et donc on va mettre à disposition un catalogue non pas de données, mais d'outils permettant à des jeunes pousses, des grands groupes, des entités, des gens qui peut-être n'ont rien à voir avec la banque, d'utiliser un certain nombre de services de façon extrêmement simple, avec ce qu'on appelle des API. Donc ce sont des applis, Application Program Interface, des interfaces de programmation applicative, voilà, qui vont permettre effectivement de développer. Donc ça rentre aussi dans d'autres modèles, c'est de se dire finalement la banque peut être aussi un partenaire technologique, sachant que nous on va assurer la sécurité, la fiabilité d'outils robustes. Ça ouvre aussi une logique de plateforme et d'open banking. Oui, bon. Voilà, donc ça ouvre aussi d'autres champs. Ça change toute la posture, c'est-à-dire qu'en fait, on se met à dire comment et pourquoi d'autres personnes vont vouloir utiliser ce que l'on va mettre à disposition. Sur l'open data, tu pourras peut-être nous raconter aussi votre expérience. Nous, on débute, hein, on y va pas à pas, on y va tranquillement. Pour l'instant, on publie des jeux qui étaient déjà publics, sauf qu'ils étaient dans des formats perdus au fin fond d'une grosse étude, un PDF de 500 pages, il y avait un tableau, machin. Là, on le met dans des formats qui sont facilement utilisables par tous, sur lesquels il y a des cartographies, les gens peuvent télécharger, les gens peuvent embarquer, que ce soit du code à remettre sur un site web, que ce soit des API propres à la data. Et puis, c'est un sujet de transformation aussi, parce que ça veut dire que ça ouvre le champ des possibles à plusieurs directions, pas uniquement les gens qui s'occupent de la data ou les data scientists ou les informaticiens, mais d'autres directions, une direction, je sais pas, du développement durable, des RH, de la communication, du marketing, de la qualité, des achats, finalement à de la data. Ça peut être des trucs très simples, mais et c'est important parce que vous savez, on dit dans le digital, c'est la data, c'est le carburant. Donc il y a data, il y a plateforme, et puis il y a peut-être le mindset, je pense aussi beaucoup, ou les soft skills. Et donc, ça veut dire que ça permet de monter aussi le niveau. Et puis, ça fait des belles rencontres en interne. C'est-à-dire tout d'un coup, si je demandais aux experts data un modèle, parce que ça me permettrait de m'améliorer dans mon métier, vachement bien. Et puis, quand vous rentrez dans l'open data, mécaniquement, alors on monte des meet-up, on participe à des meet-up avec d'autres acteurs. Si vous êtes sur Toulouse le 18... je vous invite, on monte un meet-up dans notre center, 89C3 Center à Balma. On aura les laboratoires Pierre Fabre, on aura Tisséo qui est la RATP, moi qui suis parisien, j'appelle ça la RATP locale, mais je crois que vous avez il y a Tisséo un peu partout. On aura aussi la Météo France, puis nous, et on va partager sur des sujets, si tu peux venir, tu es le bienvenu, sur des sujets liés à l'open data. Et là, c'est plus du partage d'expérience parce que c'est en collectif comment on peut grandir. Je ne sais pas si je peux me permettre une anecdote, mais un truc assez génial. Tout à l'heure, je vous parlais des data scientists, denrées très rares. On a démarré sur un travail avec une data scientist du groupe. On a posé nos jeux de données, notamment de la disposition de nos agences bancaires. Voilà, donc c'est une cartographie en open data. C'est géolocalisé. Quiconque peut en faire ce qu'il souhaite comme étude. Puis elle est allée vérifier un sujet qui était le temps moyen
d'une personne pour aller dans une agence. C'est intéressant comme modèle à regarder en termes de data science. Et puis dans un meet-up, donc elle nous montre le modèle, elle nous trouve un truc, elle nous dit oui, ben voilà, on est à telle distance en termes de temps, homme ou femme d'ailleurs. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, de l'agence. Et puis en discutant avec des acteurs de l'open transport, elle s'est dit ben, je vais revisiter mon modèle en rajoutant des couches de data, rajoutant les bus, les métros, les transports en commun en temps réel. Quand je vous dis on challenge les data scientists, c'était un vrai challenge. Elle n'a même pas pu faire ça. Elle a fait ça un peu en side project dans un truc de R&D pour elle, mais passionnant. Et puis ils nous ont trouvé des cartographies où ben, c'est pas mal ça, si on ouvrait une agence là et là parce qu'il y a un petit trou dans la map. Voilà. Et donc on avance sur des trucs auxquels on ne pensait pas, quoi. Et ça, c'est formidable. Donc, soyez open, c'est super important. Ce qui est bien, c'est que ça aide aussi au business, finalement. C'est que c'est autant de la data qui peut être partagée à tout le monde, qui peut être utilisée par tout le monde, et qui permet finalement de faire grandir tout le monde. Ce qui est aussi un élément intéressant, en tout cas, dans cette notion de digital, et dans ce dont on parle. Alors, si je me fais le garant de l'heure, théoriquement, on a encore... 5-10 minutes grand maximum. Je voudrais... Oui. On souffle des choses. Voilà, la salle. Il y a encore plein de choses dont on voulait parler, mais c'est vrai que pour le coup, il nous reste une dizaine de minutes, donc je préfère effectivement, comme le souffle mes camarades, et ce qui est finalement aussi la base même de nos échanges, est-ce que vous avez des questions sur les quelques sujets qu'on a commencé à travailler, dont on a parlé ensemble? La première question, c'est toujours la plus dure. Un, deux, oui. Bonjour, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, donc votre définition de la transition numérique qui était donnée et espérée recevoir en retour. Donc, j'ai vu la conférence d'hier sur l'IA, je pense que comme un peu tout le monde, je suis sorti en me disant mince, en France, finalement on ne fait pas grand-chose. À savoir, est-ce qu'on est d'accord ou pas, ça, à la limite on s'en fout, la réalité c'est qu'effectivement on a une perte de cerveau. Un des bons exemples, qui est bien sûr pas français, c'est Google, par exemple, sur le deep learning. Ils ont TensorFlow, qui est un projet open source qu'ils utilisent et qui rendent à la communauté et qui, pour eux, est un point positif énorme. Donc ma question, c'était, est-ce que dans vos groupes respectifs, vous avez essayé, pour une problématique, de la prendre sur l'angle du logiciel libre, essayer de voir si... Est-ce que quelque chose se fait déjà? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut participer? Est-ce qu'on peut lancer quelque chose? Et voilà, alors si oui, quels sont vos retours? Et sinon, pourquoi? Et est-ce qu'au moins ça a été imaginé? Alors, je vais peut-être pas répondre sur le domaine de l'intelligence artificielle parce que là, je ne sais pas. Mais j'ai un exemple sur les blockchains parce que dans les sujets à la mode, il y a l'IA, il y a les blockchains, il y a le big data, ce qu'on nous propose toujours. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ça dedans, donc ça va marcher. Donc sur les blockchains, oui, on s'est intégré à un consortium de tous les grands groupes énergéticiens qui travaillent sur des blockchains et ça s'appuie sur Ethereum. Donc quand on peut s'appuyer sur des solutions open source, on va pas aller se réinventer notre propre blockchain dans un coin, ça n'a pas de sens. Donc, bon, par contre, dans le domaine de l'IA, là, je suis incapable de répondre ce qu'on fait ou pas. Je prenais l'exemple de l'IA juste à cause de la conférence d'hier, mais ça peut effectivement s'appliquer à n'importe quoi. Un, deux. Oui, un, deux. Non, j'ai plus de micro. Merci Nicolas. On va même un peu plus loin, nous, dans ces sujets, c'est-à-dire qu'on a même des équipes qui ont posé des modèles sur des plateformes libres. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est dit aussi dans la logique, il y a des choses qu'on prend pour tester, pour aller plus loin, et donc les travaux sur le data scientist, elle a fait que des outils qui étaient disponibles sur le marché d'un point de vue libre. C'était intéressant aussi de se dire, tiens, comment on y arrive sur des outils libres. Et puis il y a des équipes qui posent des modèles aussi dans des logiciels libres, parce que donc c'est des équivalents GitHub parce que c'est cette démarche où on dit on y va et on partage. Et on va grandir plus vite si on fait partie des écosystèmes. Donc il faut donner. Le sujet, c'est donner pour peut-être recevoir. Mais voilà. Donc plus on sera ouvert, plus on ira. Et plus ça va permettre des belles rencontres avec des personnes qui viennent d'autres univers. C'est comme ça, je pense qu'on s'enrichit tous, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. C'est la réponse que j'espérais. Avons-nous une deuxième question pour
peut-être un grand groupe, une start-up, comment est-ce que vous pourriez intégrer, récupérer de l'argent ou de l'aide du groupe BPCE ou d'Engie? Ouais, moi, j'ai une question à la limite pour la salle. Levez la main ceux qui travaillent dans un grand groupe. Ah ouais, vous avez des fans, les gars. Levez la main s'il y a des startups. Un peu là-bas. Il y a une main à droite. Une main à droite, ok. C'est vrai que le sujet, en tout cas, est assez intéressant. Alors, je m'excuse aussi d'avoir un panel absolument masculin, qui était aussi un élément. Je vais jusqu'au bout à faire. Où la perruque elle est où? C'est ça, on a oublié la perruque, mais voilà, parce que malgré tout, encore une fois, c'est finalement un sujet qui malheureusement intéresse autant tout le monde, mais je m'excuse d'avoir un partenaire masculin, mais c'est important aussi quand même de le souligner, ce n'était pas une volonté de ne pas trouver de femmes. Premier élément. Deuxième, je voulais aussi, voilà, messieurs, vous remercier pour en tout cas ces explications. J'espère que vous avez retenu quelque chose, des éléments. Moi, je tiens vraiment à mettre le point sur le fait que finalement aujourd'hui, si je vais conclure très rapidement, la transformation digitale finalement c'est la rapidité, c'est la possibilité de finalement essayer de faire travailler un peu tout le monde très rapidement, que cette économie des startups finalement puisse s'appuyer sur des grands groupes, mais que les grands groupes puissent s'appuyer sur ces startups et que finalement l'ensemble de notre écosystème, ce qu'on bâtit aujourd'hui au quotidien, finalement doit se nourrir les uns des autres et que peut-être, et ça c'est un vrai sujet, et encore ça revient sur la conversation d'hier, sur la conférence de Laurent Alexandre, mais finalement c'est que, et même si on parle beaucoup de mondialisation, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus franco-français et qu'on a une réflexion aussi à mener peut-être beaucoup plus européenne déjà dans un premier temps, et qu'il faut arrêter à un moment donné de vouloir juste jouer dans son coin, mais de se dire ok, mon boulot, mon terrain de jeu, il est mondial, et on peut s'amuser. Et c'est un point important, c'est que finalement le digital, c'est quand même un truc génial, c'est qu'on peut se marrer avec ce truc-là. Merci en tout cas pour être venu. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci Nico.